8 heures. S'inscrit au bas de l'écran. Donc, bonjour à toutes et à tous pour ce 9e émerveillement matinal. Donc, je suis Olivier Frérot. Donc, ces événements, nous les co-organisons avec Alexis Kless qui va venir tout à l'heure à l'écran sur un événement un peu singulier puisque habituellement, pour ceux qui connaissent, donc je salue bien sûr nos fidèles, mais également des nouvelles personnes qui nous rejoignent aujourd'hui. Avec Alexis, habituellement, nous invitons deux personnes à co-conférencer, mais aujourd'hui, Alexis sera l'une de ces deux personnes. Et l'autre, c'est Georges Hérôme, que vous voyez sans doute sur votre écran, qui est notre naturaliste spécialiste du loup et de sa meute pour ce matin. Donc, je redis pour ceux qui ne savent pas tout à fait comment ça se déroule, on va juste tenir sur 1 heure, hein, c'est notre concept 8h, 9h. Alors aujourd'hui, on est uniquement en ligne. On avait souhaité qu'on puisse faire le mix de présentiel et de visio, mais Georges Hérôme a cas contact, et donc on s'est résolu à ne faire qu'en visio cette fois-ci. Et on espère bien qu'au prochain événement matinal, le 10e, eh bien, nous serons en présentiel, comme nous aimons aussi beaucoup le faire. Mais voilà, donc là aujourd'hui, effectivement, avec les circonstances présentes, nous sommes donc tous en ligne et vous êtes à peu près une trentaine, vous êtes inscrits à cet événement. Donc, le concept, c'est que là, je vais présenter Georges Hérôme, puis ensuite Alexis Kless en quelques minutes, et ensuite, ils vont dialoguer. Donc, Georges est spécialiste du loup. Bien sûr, je vais l'expliquer comment il est rentré dans cette passion. Et puis, Alexis va l'interroger, puisque Alexis est lui aussi passionné du loup, mais d'une autre façon. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est parti. Avec d'abord présenter Georges Hérôme. Georges, vous êtes lyonnais, vous êtes né à Lyon et vous avez toujours vécu à Lyon. Mais votre passion pour les animaux, les oiseaux, les grands mammifères vous a bien sûr fait beaucoup voyager. Vous avez un âge avancé, dites-vous, 75 ans, mais votre passion me paraît toujours aussi jeune et votre sourire également. Vous parlez peu de votre métier, de votre vie professionnelle, car vous avez centré beaucoup votre vie au service de l'étude de la faune sauvage. Quelques éléments toutefois sur votre vie professionnelle. Vous avez eu un BTS, et puis ensuite vous avez passé le diplôme d'ingénieur du CNAM, et vous avez travaillé pendant une quarantaine d'années dans l'entreprise familiale avec votre frère et votre beau-frère, qui commercialisaient du matériel industriel, des gros engrenages, des systèmes de mise sous vide, où vous avez été technico-commercial. Et la bonne entente dans l'entreprise familiale vous a laissé de la souplesse pour votre passion pour les animaux. Vous étiez déjà un enfant passionné par la nature et vous avez découvert dans votre jeunesse la plongée souterraine que vous avez pratiquée jusqu'à une cinquantaine d'années. Et là, vous avez rencontré un ami qui vous a emmené vers les photographies des oiseaux. Et parallèlement, vous m'avez expliqué que votre beau-père était aussi un passionné de pêche et que vous êtes aussi rentré par ce biais-là vers les rivières et les castors. Et de fait, vous avez plongé dans des études approfondies en biologie animale, puisque vous avez soutenu un doctorat à Lyon 2 en 1982 sur les castors. Et vous aviez alors 37 ans. Et comme vous étiez, et vous êtes, semble-t-il, toujours très actif, vous avez en même temps commencé à suivre les traces des ours dans les Pyrénées, en allant sur place à leur recherche fréquemment. Et au début des années 80, il ne restait plus qu'une dizaine d'ours d'ailleurs dans les Pyrénées, et vous avez suivi leur réintroduction. Et puis, vous avez continué à vous passionner pour les grands animaux sauvages, et c'est ainsi que vous vous êtes aussi intéressé aux chats forestiers, aux lynx et aux loups. Et ce loup, vous le suivez désormais depuis une bonne vingtaine d'années. Vous avez consacré beaucoup de temps à l'observer, notamment dans la faune sauvage, je pense que vous allez nous le dire. Vous avez par ailleurs des responsabilités importantes dans les associations qui s'occupent des animaux sauvages, notamment la Fédération nationale de l'environnement, la FNE, à la fois du point de vue régional et aussi du point de vue national. Et vous êtes aujourd'hui copilote du groupe Loup à la FNE d'Auvergne-Rhône-Alpes en compagnie de Roger Mathieu. Voilà, donc c'est un fin connaisseur et des grands animaux sauvages de nos contrées, mais particulièrement du loup pour ce matin, avec qui nous sommes aujourd'hui. Donc merci beaucoup Georges d'être
d'être voilà, présent parmi nous et vous êtes laissé, vous aussi, faire par notre concept d'émerveillement matinal. Voilà, merci à vous. Merci de votre accueil. Je rajouterai simplement un petit mot à ce que vous avez évoqué. Je suis passionné des grosses bêtes, mais aussi des petites bêtes. Je peux m'émerveiller de la même façon devant un rat des moissons ou un muscardin que devant un ours. Ce n'est pas le même niveau d'émotion, mais c'est quand même des grands moments aussi. Voilà. Merci beaucoup, Georges. Et puis, on Je vous espère en vous prie. garder d'ailleurs pour les futurs émerveillements matinaux, où vous viendrez aussi partager cet émerveillement avec d'autres confrères naturalistes. On partage, je pense, chacun à notre niveau, cette joie, effectivement, de découvrir les animaux et les plantes. Alexis, on va voir, ouais, tu peux peut-être montrer ton visage quand même à l'écran. Voilà, je suis chez Alexis, là, dans sa nouvel appartement de Villeurbanne depuis un mois. Là, il vient d'emménager. Nous sommes tous les deux ensemble. Alors, Alexis, toi, tu es né à Grenoble et tu y as vécu ta prime enfance. Et puis, à 14 ans, tu fais le voyage du Canada dans les valises de tes parents, ton père y prenant la direction Canada de Schneider. Et tu vas y vivre 4 ans qui, bien sûr, vont te marquer par deux éléments dont tu m'as partagé, la découverte du multiculturel d'une part, et puis de la nature sauvage. Et tu as toujours bien ancré en toi le souvenir vif d'un trek que tu fis dans le nord de l'Ontario, en canoë-partage, au milieu des ours et des loups. Et puis de retour en France en 1992, tu as alors 17 ans et tu écris à Paul-Émile Victor. Et miracle, il te répond. Il te répond et tu montes alors un projet d'une expédition au Groenland que tu réalises avec 4 autres lycéens pendant un mois grâce à une bourse d'aventure que tu gagnes du Conseil général de l'Isère. Voilà, c'est parti sur la nature, l'aventure, l'amitié, le risque, bref, une vie pleine, intense, déjà à l'adolescence et que tu vas continuer au cours de ta vie d'adulte. Après ton bac, tu rentres à l'école 3A, donc récemment créée, donc ça fait déjà un certain temps puisque tu es diplômé en 1999 et c'est parti pour la vie professionnelle. Tu commences chez Schneider Electric comme animateur du réseau international de la Fondation de Schneider. Et après 2 ans, tu entres à la CCI d'Île-de-France, là encore comme animateur de réseau régional des commerces et des créateurs d'entreprises. Donc cette animation de communauté humaine entreprenante, voilà la direction que tu as trouvée et que tu vas constamment approfondir. Entre 2006 et 2015, tu reviens à Lyon comme développeur économique et territorial pour la ville de Lyon, puis le Grand Lyon. Tu y développes une méthode qui t'est chère pour initier et déployer des dynamiques de projets collectifs. Voilà, en trois items, comprendre les acteurs et le territoire, comprendre les humains et comment ils vivent sur leur territoire, identifier des objectifs communs et lancer et piloter des actions communes pour renforcer ce collectif. Toujours ce lien entre les personnes et leur communauté. C'est cette méthode que tu vas proposer ensuite à partir de 2017 quand tu te lances dans l'activité d'entrepreneur à ton compte avec Agissez maintenant. Tu avais à ce moment-là l'intention de reprendre une activité de location de plantes d'intérieur pour des espaces de travail. Finalement, ça ne se fait pas, mais ce goût de tisser des liens entre le végétal, les plantes et l'entrepreneuriat, ça, par contre, ça ne va pas te quitter et tu vas continuer. C'est ce que tu proposes toujours aujourd'hui à Agissez maintenant, en accompagnant des entreprises et des collectifs variés, en s'inspirant de la nature. Et c'est ce qui fait que nous nous rencontrons tous les deux, il y a 3 ans, et que nous lançons ensemble ces manifestations d'émerveillement matinal. Merci, Alexis. Les loups, donc, te fascinent depuis ton enfance, et tu es très heureux, je crois, d'être ce matin aussi avec Georges, que tu as rencontré plusieurs fois. Mais c'est davantage la meute que le loup solitaire qui te passionne. Hein. On va bien le voir aussi dans l'échange de tout à l'heure. Puisque tu as, on peut dire que ta baseline de ce qui t'anime, c'est créer les conditions favorables à la vitalité, à la croissance et au développement de l'entreprise et de ses collaborateurs. Toujours ce lien entre la personne et le lien avec la communauté. C'est donc dans ce creuset-là que tu vas questionner Georges Hérôme
dans un format qui est assez inédit pour nous, puisqu'habituellement, Alexis présente un peu, puis moi j'anime le débat des deux personnes. Et bien là, ça ne va pas être tout à fait comme ça. Alexis donc, a préparé bien sûr des questions, et puis il va donc questionner Georges. Il est 8h10. Je vous donne une demi-heure tous les deux. Je sais bien que vous allez vous risquer de éventuellement déborder, mais non, il ne faudra pas, parce qu'il faut laisser des questions pour nos participants. Et puis, on sera terminé vers 9h moins 5 l'échange. Et puis après, on conclura rapidement pour 9h pour être bien fidèle à notre concept d'une heure. Voilà. Eh bien, je vous laisse la place à Georges et à Alexis. Merci. J'ai compris le message. Il va falloir que je ne sois pas trop bavard. Voilà. Et moi, trop curieux. Merci beaucoup, Olivier, hein, pour ces deux présentations. Très heureux d'être là. Effectivement, comme je le disais, ça fait très longtemps que je parle du loup, quand je parle notamment des indépendants, que je parle de chasser en meute, de cette coopération qui est nécessaire et le loup nous montre peut-être la voie. Et voilà, et donc je suis très heureux que vous soyez là, Georges, pour qu'on puisse parler concrètement du loup. Et effectivement, on a pris la décision aussi à votre contact de prendre plus de temps. Habituellement, les intervenants sur la nature parlent un quart d'heure. Et là, on va prendre une demi-heure de dialogue tous les deux. Et puis, bien sûr, il y aura un temps de questions. Et voilà, si les choses viennent, je ferai aussi une petite synthèse du point de vue d'un entrepreneur de ce que je retire, puisque c'est un élément quand même de bio-inspiration. Et j'invite tout le monde à le faire aussi, s'il le souhaite. Voilà. Donc, voilà, on peut commencer, Georges? Quand vous voulez, oui. Très bien. Alors, je vais aussi projeter des diapos en même temps. Voilà, donc je le ferai au fur et à mesure. Je rentrerai, je sortirai selon la thématique. Alors, d'abord, justement, pour rentrer dans le vif du sujet, donc le loup, tout le monde sait ce que c'est, mais une meute de loups, c'est quoi, Georges? Alors, une meute de loups, c'est une structure familiale. Ce que je dis là, et tout ce que je vais dire au travers de cet exposé, c'est d'une façon générale. Mais de cette façon générale, il y a souvent beaucoup d'exceptions. Donc une meute, c'est une famille avec un couple reproducteur qu'on appelle le couple alpha, un couple reproducteur et en principe 2 générations de louveteaux. Ce qui fait que chez nous, une meute, au moment quand elle est complète, c'est-à-dire quand les jeunes louveteaux commencent à bouger, c'est une dizaine d'individus, approximativement. Mais, il peut y avoir des jeunes qui ne s'émancipent pas, on y reviendra, au bout de 2 ans et qui restent plus longtemps, donc avoir plus d'adultes. Et vous pouvez aussi avoir l'intégration d'un autre animal, d'un autre loup, qui vient d'une autre meute et qui, pour X ou Y raison, peut être accepté par la meute considérée. D'accord. Donc, si je comprends bien, en principe, c'est plutôt une famille et puis il y a des exceptions. Structure familiale. D'accord. J'ai bien aimé dans la préparation, on vous disait que les mots toujours et jamais, en général, dans la nature, ne sont pas toujours les bienvenus. Oui, mais c'est dans la vie aussi. Hein. Dans la vie aussi, oui, tout à fait. Effectivement. Voilà. Alors, pour continuer, quel est le cycle biologique du loup? Combien dure la vie d'un loup? Et quelles sont les grandes étapes de sa vie? Alors, il y a 2 questions que vous m'avez posées. Oui. La durée de vie d'un loup, ça dépend si c'est en captivité, là où on va le laisser vivre, ou si c'est en milieu naturel, où là, les conditions de survie sont beaucoup plus importantes. Disons que dans le milieu naturel, puisque c'est ce qui nous intéresse, c'est de l'ordre de 6, 7, 8 ans maximum. C'est court. Hein. Ouais, c'est court. Alors, ça, c'est la durée de vie, le cycle de vie. À cette période, ou peut-être d'ici 15 jours, 3 semaines, le rut va commencer.
D'accord. C'est la période de rut, la période d'accouplement, c'est autour de fin février, mi-février, fin février. La D'accord. gestation, la gestation dure, comme chez le chien, dure 60 et quelques jours, autour de 65 jours. Et après, il y a la mise bas. La mise bas qui se fait d'une façon générale à l'intérieur d'une tanière D'accord. où les petits, au nombre variable, qui peut être 2, 3, 4, jusqu'à 10, vont rester dans la tanière pendant environ un mois. Là, pendant cette période, la femelle reste avec les petits et seul le mâle vient nourrir la femelle. D'accord. Les autres, les juvéniles, enfin pas les, les loups de l'année précédente sont livrés à eux-mêmes et mènent pour la première fois, ils ne sont pas en lien direct avec leurs parents et c'est pour eux une certaine rupture déjà. Au bout d'un mois, c'est-à-dire autour du 15 juin sensiblement, les petits sortent de la tanière et sont emmenés sur un site, ce qu'on appelle un site de rendez-vous. Vous en avez... Excusez-moi, j'ai pas arrêté. Ah, j'ai oublié d'arrêter. C'est pas grave, c'est pas grave. Excusez-moi. Oui, les petits sortent, sont emmenés sur un site de rendez-vous, excusez-moi. Oui, c'est le Ce rendez-vous. site de rendez-vous, c'est une place ouverte, vous en avez un exemple ici, où les petits sont gardés, entre guillemets, en principe, par un immature. Qu'est-ce que c'est un immature alors? Pardon? Un immature, c'est... Un immature, c'est un jeune de l'année précédente, par contre. Pardon. D'accord. Bon, mais il peut y avoir aussi, le gardiennage peut se faire par éventuellement la mère. Mais d'une façon générale, c'est un juvénile. Et pendant ce temps-là, les autres juvéniles et les parents chassent. D'accord. Mais à cette période, ils ne chassent pas en meute. Ils chassent soit individuellement, soit à 2, voire 3, c'est rare, pour probablement augmenter les chances de rencontrer une proie, parce que ce qu'il faut quand même bien considérer, voilà, un autre site de rendez-vous, cette plaque grise que vous voyez, c'est un site de rendez-vous au milieu d'une lande. Oui, là, dans l'organisation sociale du loup, Oui. la priorité des priorités, c'est l'élevage des jeunes. D'accord, c'est ça Tout qui est... tourne là autour. Et le site de rendez-vous, et je termine sur le cycle, oui. Le site de rendez-vous est abandonné, là où les sites de rendez-vous sont abandonnés à partir autour du 15 octobre, et c'est là, et à cette période-là, jusqu'au moment du rut, où la meute est au complet, et se déplace au complet. D'accord. Là, on a encore un autre site de rendez-vous avec un immature, j'imagine, là, le loup qu'on voit. Non, toutes les photos qu'on voit, c'est vos photos. Hein. Non, oui. Non, ça c'est un louveteau. C'est un louveteau. Ah, c'est un louveteau, oui, effectivement. C'est un louveteau, c'est un loup qui a... Ça, c'est une photo que j'ai prise au mois de fin juillet, donc c'est un loup qui a 3-4 mois. D'accord, ok. Parlons un peu justement du territoire du loup. Est-ce que les loups ont un territoire? Est-ce qu'ils le défendent? Enfin, comment ça se passe pour leur territoire? Oui, le territoire d'une meute est extrêmement variable en fonction de la disponibilité alimentaire. Ce n'est pas spécifique au loup, c'est vrai pour tous les animaux. C'est donc la capacité alimentaire qui va définir l'importance du territoire. Chez nous, on considère que le territoire d'une meute, c'est entre 100 et 300 km². D'accord. Au sein de ce territoire vit une meute. Ce territoire, il est balisé par des marquages qui sont soit des excréments,
soit de l'urine, et c'est un mode de communication, c'est le mode de communication qu'utilisent le loup et les autres animaux pour transmettre un certain nombre d'informations qu'on a tendance à énumérer, mais on les énumère avec notre concept humain. Rien ne prouve que ça soit essentiellement là-dessus qu'ils communiquent. Et les marquages, vous avez pu le voir sur la diapo précédente, sont toujours mis en évidence. Là, c'est sur une touffe de bruyère arborescente, et il y a, sur la diapo suivante, on le voit très bien, c'est si vous êtes en zone à loup, regardez systématiquement à la croisée des chemins. Si vous avez des loups dans le secteur, c'est à cette croisée des chemins qui marquera. Et là, sur la pointe, là, au centre de la diapo, là, vous avez un marquage. Oui, on voit. Ouais. D'accord. Alors, est-ce qu'ils sont amenés à défendre leur territoire et contre qui? Alors, ça dépend de la notion de défense de territoire, elle est aussi assujettie aux disponibilités alimentaires. C'est vrai que dans les territoires où la nourriture est difficile, ils ont tendance à avoir un niveau d'agressivité entre meutes qui est important. Qui est important. On a eu trouvé, par exemple, dans le Vercors, des loups qui avaient été tués par d'autres loups. Dans les régions, comme là en Espagne, où il y a un potentiel alimentaire très important, l'agressivité ne se manifeste pas de la même façon. Il n'y a pas. Mais ceci dit, le loup est un animal territorial, c'est-à-dire qu'il a son territoire, pas le loup, la meute a son territoire et qu'elle défendra, avec plus ou moins d'agressivité. D'accord. Alors, autre question, alors plus généralement, c'est un thème qui m'est cher aussi, c'est la question de l'environnement. Est-ce qu'on peut parler de l'environnement du loup et de l'influence de l'environnement sur le loup? Donc là, on a quelques photos d'environnement. Oui, oui. Alors, le loup est probablement l'espèce animale qui a le plus de plasticité quant à l'acceptation de son environnement. Le loup vit dans l'Arctique, le loup vit presque dans le désert, dans certaines régions. Donc, il a la capacité, cette énorme capacité, de pouvoir s'adapter à un certain type, à différents types de milieux. Et là, deux ou trois exemples. Le premier, c'est le Mercantour, la première, avant cette diapo-là. Voilà, celle-là. Là, c'est là où ont été observés les deux premiers loups en France. C'est dans le Mercantour, dans la Vésubie. D'accord. Donc, c'est quand même un milieu très montagnard, très forestier. Et il est clair que ça constitue quand même, pour les loups qui sont persécutés, des zones de protection importantes. Par contre, il est capable, et ça, c'est en Espagne, là où je vais l'observer aussi, sur la diapo suivante, s'il vous plaît. Là, vous avez ici une plaine qui ressemble à la Beauce. Hein. Oui. À perte de vue, vous avez des céréales, vous n'avez pratiquement pas d'arbres, etc. Et ici, vous avez des meutes de loups qui sont tout à fait prospères, mais qui ont adapté leur régime alimentaire en fonction du potentiel qui est ici. D'accord, justement, on va en parler. Oui. Oui, on va en parler du régime alimentaire. Oui, voilà. Alors, vous avez la diapo d'après, vous avez un autre type de milieu. Voilà, milieu collinéen, ce qui veut dire au travers de ces trois diapos que dans nos régions ou dans nos pays, on peut trouver des loups de partout. D'accord. Alors justement, pour avancer, parce qu'il nous reste un quart d'heure, où est-ce qu'on trouve des loups en France et autour de Lyon? Alors sans dire les lieux précisément, hein, bien évidemment, mais en tout cas. En France, le loup, en France, il est revenu d'Italie. Il est revenu d'Italie parce qu'en 1976, le loup, il restait une centaine de loups en Italie. En 1976, ils ont été protégés et grâce à la protection, les effectifs ont remonté et par la chaîne des Apennins, ils ont recolonisé toute l'Italie et ils ont basculé sur les frontières
et dans le Mercantour et dans le Queyras. D'accord. Aujourd'hui, la population de loups française est à 95% dans les Alpes, dans le massif des Alpes. Ceci dit, les loups, au bout de 2-3 ans, quittent la meute et Oui, vont chercher d'autres territoires. Mais pour franchir les Alpes, il y a la vallée du Rhône. La vallée du Rhône, c'est le Rhône, c'est la ligne TGV, c'est l'autoroute, c'est la nationale 7, c'est la 86 et c'est une autre voie ferrée. Donc c'est quand même le parcours du combattant. Si bien que, oui, la principale population, enfin, oui, est dans les Alpes. Autour de Lyon, le plus près, si vous voulez chercher des loups, il y en a le plus près, il y a actuellement, il y a un ou deux individus qui sont dans le Bugey, donc c'est pas d'accord. bien loin, mais les meutes établies, il faut aller dans le Vercors ou dans le Diois. D'accord. C'est sur ton. Alors maintenant, revenons un peu sur le couple alpha et sur Oui. l'autorité dans la meute. Quel est finalement quel est le rôle finalement du mâle alpha et de la femelle alpha? Et puis, comment se passe justement la mise en place de leur autorité, la conservation de l'autorité, et voilà, enfin, cette question de l'alpha qui, je pense que on en parle beaucoup et souvent on ne sait pas grand-chose. Voilà, donc je repasse en. Oui. Mais si tout à l'heure vous me demandiez quelle était la structure d'une meute, c'est une structure familiale. Oui, c'est ce qu'on Oui, disait. Ouais. le couple alpha, c'est vous et votre épouse vis-à-vis de vos enfants. C'est un peu ça, si vous voulez. Et on a tendance à considérer que, parce qu'il y a tous les mécanismes, toutes les gestuelles, quand on voit toute une meute de loups qui arrive sur un animal pour le dévorer, il y a une certaine forme d'agressivité, on les voit les uns sur les autres, mais c'est que des manifestations d'autorité, ça ne va pas au-delà. D'accord, ok. Sinon, il y a aussi un mythe dont on parle beaucoup dans le milieu de consultants, c'est la question que le mâle alpha termine la marche quand la meute se déplace. Est-ce que tout ça, c'est vrai ou pas? C'est souvent vrai que la femelle alpha, quand je vous parlais tout à l'heure de quand la meute se regroupe, se constitue vraiment, quand les louveteaux quittent les sites de rendez-vous autour du 15 octobre. Et là, c'est la femelle qui prend en main les opérations, qui D'accord, décide quand on quitte les sites de rendez-vous, et c'est elle qui, d'une façon générale, est devant. d'accord. Ouais. Donc, c'est plutôt très bien. Alors, sinon, la question justement de l'autorité et des disputes pour l'autorité. On voit souvent des fois des loups solitaires qui combattent le mâle alpha pour prendre le pouvoir. Ça se voit aussi en France ou c'est seulement dans les régions arctiques? Non, c'est dans. À partir du moment, si vous voulez, à partir du moment où les jeunes loups deviennent matures, ils ont deux possibilités pour tenter de se reproduire. C'est soit s'imposer à l'intérieur de la meute, et là, il y aura bagarre, soit se disperser et aller chercher d'autres territoires. Et c'est à ce moment-là que l'on voit sur les journaux, tiens, il y a du loup qui a été vu en Normandie, il y a du loup qui a été vu à tel endroit. Oui, ce sont les dispersants qui cherchent en quête de territoire parce que devenus matures avec le besoin de reproduction. D'accord. Ok. Et du coup, on va arriver sur la question de l'alimentation, mais quelle est quelle est la préoccupation d'une meute finalement, constante? Ou est-ce qu'il y en a plusieurs peut-être? Élever les jeunes, Élever les jeunes, d'accord? survivre D'accord. et manger, Et chasser. manger, ok. Voilà. D'accord. Mais la préoccupation, là, à partir du moment où il y a naissance, la première préoccupation, c'est quand même la meute est au service des jeunes. D'accord, ok.
Alors, il y a aussi, je pense que c'est pour moi quelque chose qui est important, c'est la question de l'élevage des loups. Je pense qu'on peut peut-être en parler maintenant. Justement, on parlait des immatures qui sont là pour garder les jeunes et pour les élever. Comment ça se passe justement? Quels sont, finalement, si on parle des rôles dans la meute, quels sont les différents rôles et comment ça se passe justement au service de ces trois fonctions? Alors, en ce qui me concerne, j'étudie le loup en milieu sauvage. D'accord, bien sûr. Donc, répondre avec précision à ces questions, c'est difficile. Il est clair qu'en parc animalier, et votre correspondante Du qui parc de travaille au Courzieux. parc de Courzieux pourra probablement mieux en parler que moi, il y a effectivement au sein de la meute, il y a toute une hiérarchie, c'est-à-dire que, et on le voit quand les jeunes animaux s'amusent, ben, il y a déjà des dominants par rapport à d'autres. Et cette domination, si vous voulez, cette hiérarchie, elle va se concrétiser au moment où les loups arrivent sur une carcasse. C'est dans un premier temps les plus forts qui vont manger. Là, la hiérarchie, elle s'exprime. Ok. Alors, parlons justement des carcasses. Alors, quel est le régime alimentaire du loup? Moi, j'ai eu des surprises. Je ne savais pas que le loup mangeait des sangliers. On parle beaucoup des sangliers en ce moment en France. Ah oui, 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 oui. Oui, oui. Bon, là où je l'étudie, dans certaines régions où je vais pour l'étudier, 80% des crottes, c'est avec des poils de sanglier. Hein. Oui, Mais c'est quand même relativement rare que la meute attaque un gros sanglier. Elle prend surtout des jeunes sangliers, des marcassins ou des Marcassin. sangliers qui ont 1 an ou 2, quoi. D'accord. Mais j'ai trouvé un sanglier qui avait été tué par un lynx, moi aussi. Hein. Donc, il y a pas, c'est pas spécifique au loup d'être le prédateur du sanglier. Hein. D'accord. En tout cas, on voit sur cette image que j'ai trouvée sur Internet que le loup mange beaucoup de choses différentes. Hein. Il a un régime Oui, alimentaire varié. Est-ce que vous pouvez un peu oui, en mais il y a parler? plein, oui, mais il y a plein de choses qui manquent. Hein. Oui, En ce sens que il est capable, il est capable d'avoir un régime alimentaire qui va du campagnol aux grands ongulés. Chez nous, mais ça oui. va même voilà, un campagnol roussâtre, ou après vous avez la diapo suivante, je crois que, oui, voilà. C'est une biche qui venait d'être tuée par une meute de loup, ça. D'accord. Ok. Bon, je passe parce que les gens viennent de prendre le petit déjeuner, donc ça va leur donner faim. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur le régime alimentaire du loup? Effectivement, je crois que le loup a besoin à peu près de quoi? De manger combien de kilos de viande? J'imagine que ça dépend de sa taille. C'est à peu près 8% de son poids. Un loup qui fait 35 kilos, il faut qu'il ait à peu près 3 kilos par jour. D'accord. Mais ça peut être 10 kilos un jour et rien pendant 3-4 jours, hein, ou 5 jours. Hein. D'accord. Okay. Alors, parlons un peu de sa maison maintenant. Justement, qu'est-ce que c'est une tanière? Enfin, où est-ce que dort un loup? Où est-ce qu'il naît? Comment ça se passe? Alors, la tanière proprement dit, c'est le site de mise bas. C'est là où la femelle va mettre au monde les petits et les élever durant à peu près 1 mois. Et après, site de rendez-vous. Donc, c'est l'endroit cœur, si vous voulez, pour une meute de loups, l'endroit où il va y avoir la mise bas. Et, pardon, excusez-moi. Et ce site-là, bah, ça peut être des trous existants, par exemple des terriers de blaireaux, qui sont plus ou moins aménagés. Ça peut être des trous creusés par le loup lui-même. Ça peut être aussi tout simplement, vous n'avez pas la photo, mais ça peut être simplement des couches en plein air, c'est-à-dire en plein milieu, Vous avez vu tout à l'heure la diapo que je vous ai montrée d'Espagne, où on voit une plaine céréalière comme la Beauce, ben, ils peuvent être
là, en plein milieu d'un champ de blé ou de tournesol. D'accord. Ok. Le temps passe, donc quels sont les prédateurs du loup? Parce qu'on connaît l'homme déjà comme prédateur. Et, Oui, bah déjà, quand vous avez cité le plus important, hein. ouais, Alors, voilà. il y a des prédations, mais pas de. Les prédations, elles se font sur les louveteaux, mais elles peuvent se faire, ça dépend des milieux. Par contre, il y a une chose qui a été mise en évidence, notamment en Biélorussie, c'est qu'à partir du moment où il y a une population de lynx significative, Oui, les loups ont tendance à avoir des difficultés à s'établir durablement parce que les lynx ont tendance à prédater les louveteaux. Et c'est une hypothèse que l'on retient chez nous parce qu'il y a 2 ou 3 massifs où le lynx est bien présent et où les loups ont ont anormalement des effectifs limités. Je prends le cas du massif de la Chartreuse. d'accord, ok. Mais dans l'état actuel des choses, ça reste à l'état d'hypothèse. Il y a beaucoup de lynx dans le massif de la Chartreuse, parce que du coup, moi, j'ai découvert le lynx. Non, il y a 5. Alors, d'après ce qu'on sait, hein, il y aurait 5, 6, 7 lynx. D'accord, formidable. Et ça fait un peu plus d'un lynx pour 100 km². Hein. D'accord, ouais, ça bouge beaucoup. Alors justement, en parlant de bouger, pour revenir sur la chasse, comment chasse un loup et une meute? Est-ce que, bon, je pense enfin, pour ma part, en tout cas, j'ai vu pas mal de reportages sur ce sujet. On voit que le loup est capable d'attaquer des proies plus grosses que lui. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur la Oui. chasse du loup en meute? Juste simplement pour montrer le mimétisme de cette bestiole, sur la photo que vous êtes en train de projeter, au centre de la photo, il y a un loup qui est assis. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, oui, on le voit, ouais. Ok. Alors, comment il chasse? Ben, ça va dépendre. Il peut chasser soit individuellement, mais ça sera des petites proies, je dirais jusqu'à la taille du chevreuil. Et pour des proies plus importantes, il chasse en meute. Et vous avez des effectifs de meute qui s'adaptent, les effectifs de la meute D'accord. s'adaptent en fonction des territoires et de la nature des proies. Vous avez tous vu des films sur Yellowstone où Mm. vous voyez des meutes de 20-25 loups. Pourquoi ils sont si nombreux? Parce qu'ils chassent des proies importantes comme le bison, comme l'élan, etc. Mm. Et s'ils étaient 3 ou 4, ils ne pourraient pas prétendre à prédater des bestioles de cette dimension-là. Donc, en termes d'effectifs d'une meute, et voire même de structure, la notion de type d'alimentation intervient. D'accord. Hier, en préparant ce moment, j'ai vu un ours en train de manger une dépouille justement, j'ai découvert que les ours aussi mangeaient des dépouilles d'animaux. Et en fait, une meute de loups venant s'attaquer à l'ours pour pouvoir récupérer la dépouille. Et on voit que les loups sont très malins. Et à plusieurs, ils ont réussi à faire face au loup et à lui piquer sa proie. Donc, c'est assez impressionnant de voir une meute travailler. Alors, on a, je voulais, on va arriver sur la conclusion et puis on pourra passer aux questions, bien évidemment. Mais justement, on a parlé des déplacements. Donc, je partage cette très belle photo que vous avez prise, j'imagine, du loup en mouvement. Comment donc en fait, on voit que les loups finalement continuent à se déplacer, ça vous en avez parlé. Et justement, jusqu'où les loups ont-ils une limite justement en déplacement ou vraiment ils sont en train de repeupler l'Europe finalement? Alors, quand vous parlez de déplacement, c'est conquête de territoire ou si c'est le mouvement proprement dit? D'accord. C'est Alors, vraiment. Oui, la conquête de territoire, elle va dépendre. Il y, il y aura notre acceptabilité déjà qui est quand même importante. On a à peu près 500 et quelques loups en France, on en tue maintenant 100 par an, minimum. Minimum. Je
parle de façon officielle, je parle Officielle, sans les chiffres, sans le braconnage, et sans la mortalité naturelle. Donc, la progression du loup, elle est complètement assujettie à l'acceptabilité qui sera la nôtre. D'accord, ok. Oui, forcément. Bon, on va terminer. Vous avez vu que pour moi, cet événement, c'est un événement qui est d'abord un événement où on se met à quatre pattes devant le loup, devant les animaux. Et donc, on n'a pas voulu rentrer dans la dimension politique de ce sujet. Et d'abord, c'est merveilleux cet animal et je vous remercie de l'exercice. Dernière question, est-ce que vous avez souvent observé des loups et voilà, est-ce que vous avez des anecdotes de vos observations? Celle-là, c'en est une, c'est la plus remarquable. Ouais. Mais oui, le loup, c'est pas, quand on est spécialisé sur la faune sauvage, le loup, c'est pas la bestiole qui est la plus difficile à observer, hein. J'ai observé, moi, pour ma part, je pense que j'ai observé plusieurs centaines de loups. Mais il y a des animaux qui sont beaucoup, beaucoup plus difficiles à observer. On évoquait le lynx, par exemple. Alors, le loup, ben, on peut l'observer soit très loin, et on a pour ça des outils avec les télescopes, etc. Mais des fois, en fonction on a des rencontres qui se font beaucoup plus près. Et là, c'est une histoire assez extraordinaire. C'est un loup immature qui a 18 mois. C'est une jeune femelle qui est venue à côté de nous. On était en train de regarder deux autres loups qui étaient plus loin. Elle est venue autour de nous. D'accord. Et puis, à un moment donné, on s'est approché, elle nous a regardé. Ma femme avait un sac à main, que tient mon copain là, dans lequel il y avait des remèdes et tous les papiers. On était en Espagne. Donc, c'est un sac qui avait quand même une grosse importance. Et la louve est venue, elle a attrapé le sac. Alors, ma femme est venue, mon copain, il a récupéré le sac et on s'est amusé pendant 1h30 avec cette louve. Et ça s'est terminé, elle est venue vers moi et elle a attrapé ma polaire sans me mordre. Et quand on me demande à quelle distance j'ai vu un loup, je peux le dire, c'est 14 cm. Ah, formidable. Ça fait penser un peu au film Danse avec les loups, là où on voit ce cow-boy jouer avec un loup. Voilà. Donc ça, c'est comme quoi c'est vraiment possible. Bah, écoutez, un grand merci pour ce tour et cette découverte du loup. Voilà, on pourrait passer avec vous, on pourrait passer des journées. Hein, donc, c'est une introduction. Je laisse la parole à Olivier, puis je reviendrai. Voilà. Voilà, merci beaucoup Alexis et Georges pour cette introduction à la connaissance du loup et de sa meute. Mais je pense qu'on va passer la parole désormais à nos participants. Donc vous prenez le micro. Question de Renaud Sordin tout à l'heure qui s'étonnait que les louveteaux ne mangent pas en premier si justement la meute est centrée sur l'élevage. Voilà, il relevait cette apparente contradiction, Georges. Donc je pose la question peut-être à sa place, à moins que Renaud veuille le faire, mais vous pouvez déjà répondre. Je n'ai pas bien compris la question. Vous avez dit tout à l'heure que la meute était centrée sur l'élevage des jeunes. Enfin, c'était vraiment très important. Or, quand il y a une proie à se partager par la meute, ben, c'est les plus forts qui commencent, donc pas les jeunes. Donc là, il y avait une apparente contradiction que signalait, c'est comme ça que j'ai compris, Renaud. Non, ça veut pas dire. Non, il n'y a pas de contradiction. Allez-y. Non, il n'y a pas de contradiction. Les besoins énergétiques des adultes sont plus importants que ceux d'immatures. Et par voie de conséquence, il est important parce que si la meute existe, il faut que les adultes soient suffisamment costauds et solides pour mener la meute. Donc, il est important qu'ils soient bien nourris. Et donc, c'est l'explication que l'on peut donner à cette hiérarchie au niveau de l'alimentation. Mais ça ne veut pas dire que les jeunes sont exclus de la nourriture. Ils vont avoir à manger, mais ils mangeront après. Voilà. Merci, c'est clair. La nature et voilà. Merci à vous. Mais écoutez, que les questions se posent, si possible oralement, et puis sinon par écrit si vous préférez. Moi, je voulais savoir, il y a combien de louveteaux par portée? Il y a combien de portées par femelle?
cours d'une vie? Alors, combien louveteaux par meute, par portée? C'est très variable en fonction du potentiel alimentaire, mais ça peut varier entre 4 et, d'une façon générale, entre 4 et 8. En sachant qu'à partir du moment où vous avez 4 à 8 jeunes qui naissent, il y en a 50% qui disparaîtront la première année. Maintenant, dans une meute, théoriquement, il y a uniquement la femelle alpha qui se reproduit. Parce que s'il y a 2 femelles qui se reproduisent, ça signifie des besoins de nourriture très importants. Donc, ça mettrait en péril. Mais il existe aussi, il y a plein d'exemples de reproduction multiple à l'intérieur d'une meute. Et quand vous regardez une meute au cinéma, dans les films de Yellowstone, où vous voyez des meutes de 25 ou 30, c'est parce que vous avez dans la même meute 2 à 3 femelles reproductives. Et moi, j'ai eu l'occasion, vous l'avez vu d'ailleurs, de suivre pendant très longtemps une meute avec des louveteaux. C'est les louveteaux qui ont été projetés, c'est ceux-là. Il y avait 9 louveteaux. Et on peut considérer que 9 louveteaux, les probabilités pour qu'il y ait eu à ce moment-là une reproduction, 2 femelles reproductives sont importantes, mais c'était dans une zone où il y avait un potentiel alimentaire très important, d'autant que les gardes apportaient des animaux écrasés sur la route, etc. Et il n'y avait pas de problème de recherche alimentaire. Il y a une question qui est posée par Lara Mank-Joubert que je lis. Quel est votre avis sur la véracité de ce que partage Sean Ellis, l'auteur de Vivre parmi les loups? Vous souriez. Oui, parce que ça fait partie des livres que j'ai beaucoup aimés, mais voilà, je veux pas égratigner ce qui a pu me faire rêver à un moment donné. D'accord. Mais ça dépend. Bon, ça dépend. Qu'est-ce qui est dit dans ce livre? Que les loups, dans ce bouquin ou dans ce film, que les loups qu'il a observés avaient comme proie presque principale des micro-mammifères, oui, ça peut être possible. Ça peut être possible. Hein. Dans les grandes plaines là, que vous avez vues tout à l'heure, les micro-mammifères constituent une proie extrêmement importante. Hein. Moi, j'ai eu l'occasion de voir des loups attraper des micro-mammifères et ils procédaient exactement comme les renards. Ils sautent en l'air et pop, ils redescendent. D'accord. Merci. Georges, d'autres questions, j'imagine. Alors, une question. Bonjour. Allez. Bonjour. On a beaucoup parlé des loups dominants mâles. Qu'en est-il des jeunes femelles? Qu'est-ce qu'elles deviennent? Est-ce qu'elles peuvent partir de la meute? Pareil. Pour qu'il y ait constitution de nouvelles meutes, ça signifie qu'il y a des jeunes mâles qui s'émancipent et qui dispersent, et qu'il y ait aussi des femelles qui dispersent. Hein. Il y a une question justement. Oui, pardon. Dans ce sens, il y a une question là qui apparaît, c'est comment se passe la constitution du couple alpha, la rencontre entre le mâle et la femelle? Comment ça se passe? Me pose Charlie Juquin. À partir du moment où vous avez des meutes qui sont constituées et où vous avez des immatures, enfin pas des immatures d'ailleurs, ils ne le sont plus, des jeunes individus qui dispersent, qui quittent leur meute familiale pour des besoins de reproduction, pour des problèmes alimentaires, parce qu'ils sont plus ou moins évacués par les adultes, etc. Ils partent et ils font beaucoup de kilomètres. Et c'est là qu'on voit souvent dans la presse en permanence, tiens, il y a des loups qui ont été vus ici ou là, mais ils ne restent pas. Par contre, et compte tenu des capacités olfactives que ces animaux ont, s'ils croisent la piste d'un autre animal du même sexe ou d'un autre sexe, ils vont se rapprocher. Vous avez par exemple
en France, au niveau des Pyrénées orientales, plusieurs loups qui viennent des Alpes d'ailleurs, qui vivent en meute, mais vous avez, ce sont des mâles, il n'y a pas de femelles. Alors comment, si dans la rencontre entre deux individus, il y a un mâle et une femelle, c'est comme ça que va se créer un couple. Voilà. Et il y a une fidélité du couple? Bon, là, vous posez une question. Non. Alors, il peut, oui et non. Moi, il y a des. Non, non, mais c'est extrêmement difficile de répondre avec les analyses ADN. Les loups français sont remarquablement bien suivis et suivis presque individuellement. Et on s'aperçoit que vous avez un mâle alpha qui est dans le Vercors, puis qui va partir, et puis qui va aller rejoindre une meute dans le dévoluy, et il va devenir le mâle alpha dans le dévoluy. Et puis au bout de X temps, est-ce que parce que la femelle n'a pas bon caractère, il repart et il retourne soit dans le Vercors, s'il est accepté par son ancienne campagne et si la place n'est pas prise, etc. Donc ça bouge quand même, il y a un gros brassage, et ça, les analyses ADN, seules les analyses ADN permettent de le mettre en évidence. Merci. Encore quelques minutes pour des questions. On n'a pas, Lara, tu voulais poser une question? Tu n'as pas ton micro, je vois qui tu parlais. Pardon? Non, non, mais je. Ah, pardon. Ah, pardon. Du coup, j'étais en train d'essayer d'écrire la question, mais c'est pour savoir s'il y avait encore de l'arrivée à propos de brassage génétique, s'il y avait de l'arrivée des pays de l'Est ou du Nord, enfin, est-ce qu'il y a des flux au-delà de ce qui arrivait d'Italie en France au début? Alors, au-delà de ce qui est arrivé, non, ce qui arrive. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de loups italiens qui continuent à arriver. Mais par contre, pour poursuivre votre question, il y a maintenant des loups par l'est de la France qui vont arriver ou qui commencent à arriver, qui vont venir d'Allemagne. Et c'est voilà, oui. Et puis demain, vous en avez qui viendront d'Espagne. Donc le brassage génétique se fera sans. Alors, c'est un brassage génétique. Le loup d'Espagne, c'est la sous-espèce qui s'appelle Canis lupus signatus. Le loup d'Italie, c'est Canis lupus italicus. Le loup qui vient de l'Est, c'est Canis lupus lupus. Bon, effectivement, il va y avoir du brassage génétique qui s'opérera, qui modifiera peut-être certains micro-caractères, mais le loup restera le loup. Hein. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Alors là, il y a une demande, et c'est légitime, et Alexis s'est préparé à ses conclusions d'entrepreneur. Alexis, avec voilà, tout ce que Georges nous a partagé suite à tes questions, notamment sur le look, et qu'est-ce que tu en tires pour l'entrepreneur que tu es, et les entrepreneurs que tu accompagnes? Alors, moi, sans surprise, la première chose qui vraiment me fascine et me met beaucoup en joie aussi, c'est vraiment la question de l'adaptabilité du loup. Vraiment sa plasticité, sa capacité à s'adapter à son environnement, aux circonstances. Il y a beaucoup et son comportement aussi qui va évoluer selon s'il y a beaucoup de nourriture, la taille de la portée, etc. Donc moi, c'est vraiment ça, c'est cette vie, cette vitalité du loup qui s'adapte. Moi, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup comme entrepreneur. Et dans cette période que l'on vit qui est difficile, où nos sites de rencontres, si je puis dire, en faisant marrer moi-même, sont un peu compliqués, hein, entre les bars, les restaurants, les boîtes et même les séminaires, on le voit bien avec notre événement, et aussi, je pense, aux foires, qui sont aussi des sites de rencontres pour nous depuis de tout temps. Eh bien, on voit que c'est difficile. Eh bien, le loup aussi voilà, s'adapte aux circonstances. On n'en a pas parlé, mais dans des lieux où malheureusement le loup est persécuté, on verra par exemple le loup qui va déplacer, la louve qui va se déplacer ses petits tous les jours pour échapper. On voit vraiment
cette placité du loup à son environnement, et ça, je trouve ça fantastique. Moi, il y a une autre chose qui me parle beaucoup, je l'avais partagé dans un petit post que j'ai fait sur LinkedIn, c'est la question de cette écoute aussi de ces rythmes. Il y a le rythme biologique du loup interne. Et je pense que ça aussi, c'est une leçon pour nous. C'est-à-dire d'écouter, on voit bien dans cette période d'hiver, on a peut-être moins de pêche et moins de forme, et bien de savoir écouter aussi nos rythmes biologiques. Et il y a des périodes qui sont favorables justement à des activités et à d'autres. Et bien voilà, c'est aussi ça, apprendre à s'adapter, et apprendre à s'adapter à notre calendrier interne et à notre environnement. Et puis, voilà, je m'arrête là, mais vraiment ce que je retiens, c'est la force vitale du loup. C'est aussi effectivement toute la dynamique du groupe au service effectivement de. D'ailleurs, j'ai une question qui me revient au service de l'éducation des loups. Est-ce que vous avez, par exemple, observé une louve qui apprend à chasser ses petits loups? Alors moi, oui, je l'ai vu, mais je vais vous citer un exemple qui est beaucoup plus pédagogique. J'ai un ami qui est garde et qui était avec une personne, comme ça, il se baladait, et à un moment donné, ils ont vu une louve avec des petits, et puis plus loin, une femelle sanglier avec des marcassins. Je traduis maintenant ce que mon copain a vu. Elle a dit à ses petits, vous restez là, vous me regardez faire. Elle est partie, elle est revenue avec un marcassin. Elle a posé le marcassin. Elle leur a dit, vous bougez pas, vous n'avez peut-être pas bien compris, regardez encore. Elle est retournée et elle a rattrapé un marcassin. Elle a fait ça 3 fois. Et les 3 petits, chaque fois, les louveteaux sont restés et n'ont pas bougé. Et s'ils n'ont pas bougé, c'est effectivement avec leur mode de communication qu'elle leur a dit de ne pas bouger. Parce qu'autrement, ils seraient allés avec elle. Merci Georges pour cette histoire intéressante. Voilà, Alexis a donné un peu ses conclusions d'entrepreneur et d'accompagnement d'entrepreneur. Quelques mots de conclusion, Georges, pour cette séance, et puis de votre point de vue, de vous qui aimez aussi faire partager votre passion, ce que vous avez fait un peu ce matin. Je vous donne quelques minutes. Alors, je fais partager ma passion, oui, systématiquement et chaque fois qu'on me le demande, mais c'est la première fois que je la fais devant un public de votre nature, et ça a été pour moi une expérience très enrichissante, et je reste à votre disposition si un autre jour vous souhaitiez parler d'une autre bestiole. Vous avez parlé de la comparaison entre loup et entrepreneur. Si vous me demandiez de parler de l'ours, vous n'allez pas faudra leur dire d'éviter de dormir pendant 3-4 mois comme font les ours. Merci beaucoup, Georges. Effectivement, il est tout à fait possible, voire probable qu'on vous demande nous-mêmes. Et puis peut-être que parmi les gens qui nous ont écoutés ce matin, peut-être certains peuvent être intéressés par d'autres choses. Et ça sera le mot de ma conclusion, si certains ou certaines d'entre vous se disent dans quel coin du Vercors ou d'ailleurs je peux aller me balader pour être chez les loups, je suis à votre disposition. Vous m'envoyez un mail et je vous indiquerai dans quelle zone il faut aller. Bon. Voilà. Merci beaucoup. On nous demande un mail et puis on donnera. Merci beaucoup, Georges. Et puis on vous invitera au prochain événement matinaux, autant que vous pourrez le faire, mais vous serez peut-être à ce moment-là déjà en train de chasser, si je puis dire, avec vos outils à vous, le loup. En ce moment, non, c'est pas trop possible, mais possible. Dès que ça va l'être, j'y serai, oui. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Et donc, à bientôt. Alors, le prochain événement matinal, le 10e du nom, sera très probablement au mois de mai. Donc, j'espère qu'on aura à ce moment-là la capacité de se retrouver physiquement ensemble et de se réjouir d'être aussi ensemble sur une place de marché à nous. Je vais repasser la parole à Alexis pour la conclusion finale, en vous remerciant vraiment d'être présent. Et puis, que ça à peu près marché notre affaire technique. Et puis, je pense que vous nous avez beaucoup appris, Alexis et Georges, sur le loup ce matin. Alexis, je te laisse conclure complètement.
Merci beaucoup, Olivier. Écoutez, j'étais vraiment ravi de ce moment avec vous tous. Voilà, n'hésitez pas à nous écrire, à continuer à échanger. Effectivement, on pourra vous mettre en relation avec Georges. Et puis voilà, l'aventure Humeur matinale continue avec toujours autant d'envie. On vous prépare la prochaine fois, à chaque fois avec Olivier, quand on réfléchit à des événements, on dit mais de quoi on a besoin en ce moment? Et dans ce moment finalement où aujourd'hui on est tous aussi parfois en difficulté, en questionnement, pour moi on a encore plus besoin de coopérer. Et du coup, je vous propose et on vous propose que la prochaine fois, ce sera probablement au mois de mai, on fasse un événement sur la symbiotique, c'est-à-dire sur toute la coopération dans la nature. Et en fait, notamment sur le parasitisme, sur les symbioses, sur toutes les relations qu'on juge, nous, humains, positives ou négatives, mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la nature. Et voilà, donc on vous propose cet événement, ce point sur les relations de la nature pour pouvoir, encore une fois, s'inspirer aux besoins dans une période où on peut avoir besoin, effectivement, de coopérer et encore plus. Voilà. On a oublié de vous dire que l'événement était enregistré. Donc, vous aurez accès finalement au replay. Et puis, en fait, on fait un accès au replay payant pour que ceux qui n'ont pas vécu l'événement n'en profitent pas voilà, tout de suite. Enfin, voilà, donc, vous avez la priorité au replay. Et puis ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, je vous avais déjà annoncé la dernière fois, après cette période d'incubation des humeurs matinales, on lance avec Olivier et avec nos partenaires les séminaires bio-inspirés. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer aux entreprises des séminaires de direction, des séminaires différents et des séminaires bio-inspirés en partant finalement de la nature pour pouvoir réfléchir et pouvoir renouveler des modèles, renouveler l'action. Et voilà, on compte sur vous pour pouvoir en parler. Si vous entendez autour de vous, si vous avez des besoins, n'hésitez pas. À ce propos, on vous enverra comme d'habitude un petit questionnaire. Et puis, n'hésitez pas à nous dire vos besoins, vos envies. Et voilà, c'est Slamma Matinale, c'est un événement collectif voilà, où on partage et on a besoin de vous pour que ça puisse continuer. Je pense que j'ai fini. Est-ce que Olivier, tu veux dire un petit mot au final? Quelle heure est-il? Est-ce qu'on est dans les temps? Voilà. Voilà, écoutez. Alors, j'arrête là. Voilà, nous souhaitons voilà, je remonte un peu, une bonne journée. Encore merci encore Georges, et puis à vous tous, et puis au prochain événement matinal pour toi d'entre vous. Bonne journée à tous. Voilà, merci. Et à bientôt, et puis bientôt, à très vite.